Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Merci, comme de tradition, de me recevoir chez vous. En tout cas, pour partager avec vous la vie politique nationale, pourquoi pas internationale, quand les besoins ou le besoin s'impose. Aujourd'hui, Marc Bazar, une émission à caractère sociopolitique, va de nouveau porter son regard sur la vie politique et surtout les attentes des Congolais. Il faut dire qu'à 4 années de l'exécution du programme de société du chef de l'État par le gouvernement de la République et à 2 ans presque de la fin du mandat, les attentes des Congolais demeurent comme un rituel. Ils continuent à attendre et beaucoup de questions se posent dans pas mal de secteurs de la vie. Une seule question se dégage: à quand la réalisation en tout cas la réalisation de ce projet de société, à quand la satisfaction des Congolais quant à ce contrat signé avec le chef de l'État? Et à côté, quelle est la responsabilité des partis politiques, de l'opposition, de la majorité du centre, dans l'exécution de ce programme qui vise, n'est-ce pas, le bien-être des Congolais? En tout cas, une entreprise, comme j'aime dire, périlleuse en tout cas, et nous allons donc par l'effort du raisonnement, pourquoi pas de la réflexion, tenter de réfléchir à propos, dans un seul but: booster l'action gouvernementale, donner encore du tonus à l'État congolais pour faire des efforts pour ces quelques mois qui restent, parce qu'à la fin, l'homme certainement va encore se représenter, le patron de ce programme. Et pour mener donc cette réflexion, j'ai invité sur ce plateau pour la première fois, en tout cas, un monsieur que j'ai beau chercher, qui sort un peu du commun, il faut dire, des sentiers battus, parce qu'il va un peu plus loin en politique. Monsieur Jules César Kenakale, il est politique, il me fait savoir que c'est un bleu, comme on me le dit. Tout à fait. Tout à fait. Alors, bonjour, monsieur Kenakale. Bonjour, monsieur le juge. Tout le plaisir est à moi, en tout cas, d'avoir cette fibre aujourd'hui sur ce plateau, pour qu'ensemble, nous puissions examiner donc, notre sujet de ce jour au regard de la fibre politique qui est la vôtre. Ok, merci. Soyez la bienvenue. Brodin Ngolali, patron de Tcheleka, qui n'est plus à présenter, au centre, franchement, de l'actualité nationale, surtout du contrôle de l'action gouvernementale. Telle est la mission, surtout de la presse congolaise. Bonjour, Bruni. Bonjour, Robigo Kelas. La bienvenue, en tout cas, chez moi. Merci de m'avoir invité. Merci. Constant Barapéa, qui n'est plus à présenter aussi, le grand politologue, le docteur, je vais dire, Constant Barapéa, qui est toujours au rendez-vous de la réflexion, en tout cas, sur la vie politique nationale en tant qu'intellectuel. Voilà. Bonjour une fois de plus, Constant. Bonjour, l'État de ton modèle. Je t'en prie. Merci surtout pour... Merci, mes frères. Merci de ce côté-là que j'aime bien chez toi. Tu me dégages souvent de mon stress souvent lorsque nous échangeons. Merci. En tout cas, je te dis merci parce que bientôt tu seras à l'université. Tu m'as dit que tu as un temps vraiment très serré. Mais merci surtout pour cette disponibilité de pouvoir échanger souvent avec les Congolais, éclairer surtout l'opinion. Alors, merci de votre complicité avec cette chaîne du bassin du Congo qui, en tout cas, vous alimente au quotidien sur l'information, comme j'aime dire, au-delà du factuel. Aujourd'hui, donc, chers téléspectateurs, chers invités, nous suivons tous le cours de l'exécution du projet de société du chef de l'État par le gouvernement de la République. La vérité est que nous recueillons, en tant qu'observateurs de la société, en tant que journalistes, c'est que les Congolais, jusqu'à aujourd'hui, ne trouvent pas totalement satisfaction à leurs attentes. Vous entendez le son de cloche en matière d'eau, de l'électricité, de la sécurité, de l'agriculture, qu'on croyait booster vraiment pour une fois l'économie congolaise, et bien d'autres secteurs tels que l'éducation, ainsi de suite. Pour tout commencer, Golali, on partirait d'un constat. Quel est le constat que tu fais en tant qu'observateur sur, une manière générale, l'exécution d'abord de ce programme, à 4 mois de l'exécution? Merci pour cette question. Hein. Le constat est clair. Le constat, nous le voyons tous. Vous savez, c'est d'abord un contrat social, voilà. Un contrat de confiance entre le président de la République et son peuple. S'il a été réélu, c'est parce qu'il a réussi à convaincre les Congolais et aussi à comprendre leurs vraies aspirations. Voilà. Parce que c'est cela. Et donc, quand on relit son projet de société, on se rend compte finalement qu'il présente aux Congolais un projet capable d'amener le Congo réellement
vers ce que le peuple attend. Voilà. Mais 4 ans après, quand on regarde, je suis un homme de terrain, quand on regarde comment est-ce que vivent les populations au quotidien, par rapport à ce projet de société, aux promesses qui sont devenues le programme du gouvernement, le constat est clair que même à 50%, les attentes, j'ai envie de dire que les objectifs ne sont pas encore atteints. Parce que ce qui est basique, qui devait être résolu depuis, ne l'est pas jusqu'aujourd'hui. Pas plus tard qu'avant-hier encore, j'ai suivi les populations de Nkombo, dans la partie nord de Brazzaville, se plaindre du fait que depuis pratiquement 1 an, sinon en début de cette année, surtout en début de cette année 2024, l'eau n'a pas coulé, sinon 3 fois de leur robinet. Vous avez aujourd'hui des problèmes d'électricité, ça devient banal. Récurrent, banal. Banal parce que jusqu'ici on ne trouve pas de vraies solutions, mais nous savons combien de fois quelles en sont réellement les conséquences au quotidien. L'impact négatif du manque d'électricité, à la fois sur la vie sociale, la vie des entreprises et même sur la psychologie des Congolais. Vous avez des problèmes de transport, vous avez des problèmes de chômage, vous avez des problèmes de santé. Rien en réalité aujourd'hui ne satisfait les Congolais dans l'ensemble, puisque quand vous êtes dans un taxi, le taximan se plaint de la qualité de la vie ou de la réalité sociale. Vous êtes dans un taxibus où vous avez plus de Congolais à bord, c'est les mêmes plaintes. Vous allez dans les marchés, c'est les mêmes choses. Aujourd'hui, même ceux qui sont dans les villages les plus reculés ont les mêmes préoccupations que ceux qui sont en ville sur le plan social et même sanitaire. Donc on peut déjà, sur la base de ce constat, dire que beaucoup reste encore à faire. À 4 ans, je crois que le gouvernement n'a pas vraiment bossé. Constant, toi également, qui observe, qu'est-ce que tu en penses en tant que citoyen? Bon, nous sommes à 2 ans de la fin du mandat. C'est quoi? C'est 2026. Les prochaines échéances. 2026. Oui. Mais si on veut être rigoureux, en réalité, le président Sassou est à la fin de l'exercice de son mandat. Parce que l'année 2025, c'est l'année électorale. En réalité, même si le collectif, le politiquement correct voudrait qu'on dise non, ben voilà, on a encore une année, mais en réalité, la dernière année, c'est l'année électorale. On doit préparer la campagne électorale, on doit préparer ceci, il y a toutes les transactions qui vont avec. C'est difficile. Et je pense que Fortuna a eu à le dire tout à l'heure. Lorsque vous regardez le projet de société, ou bien le programme électoral, qui devient le projet de programme du gouvernement du président de la République, lorsque vous regardez, c'est structuré, grosso modo, en 3 parties. Vous avez le volet social, vous avez le volet économique, vous avez le palier politique. Et lorsque donc, vous regardez palier par palier, vous allez vous rendre compte que le président a encore du chemin. Et je suis tenté de dire, et là je peux être d'avis avec Fortuna Ngolali, que les objectifs n'ont pas été atteints. Allons doucement. Si nous prenons le volet social, le plus important, parce que le bail entre le président de la République, le président candidat, ou bien le candidat président qui devient président de la République, le cahier des charges, c'est prioritairement le volet social. Absolument. Et c'est là qui préoccupe les Congolais, puisque vous avez des attentes des Congolais. C'est prioritairement sur le volet social. Et je vous ai dit ici, j'ai l'habitude de dire sur votre plateau, que la politique, c'est réfléchir comment résoudre les problèmes des citoyens. Voilà. Et lorsque nous prenons le... Et là, vous le dites le plus simplement possible. Oui, voilà. Là où nous regardons, prenons le volet social. 1, on n'a pas d'école. 2, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. 3, il n'y a pas d'intégration sociale. Vous voyez, le chômage est toujours là. Le taux de réduction du chômage est à combien aujourd'hui? Vous prenez le volet économique, puisqu'il y a une incidence entre le volet économique, surtout le secteur privé, qui
aider, s'il est bien structuré, ça aide l'État à résoudre, à faire baisser le taux de chômage. Mais Fortuna, il voit qu'il se souvent invité sur son plateau, on constate souvent, on veut tourner, il y a délestage, et on passe toute la journée, bon, il doit faire recours à un autre opérateur économique pour louer un groupe, bon, il peut dépenser pratiquement 100 000. Pour le carburant. C'est tout un budget. Il a des 100 000 qu'il dépense pour le carburant. S'il doit le faire en 5 jours, c'est 500 000 qui part. Bon, il a le personnel, il a des charges fixes. Et ils sont comptés d'autres types de charges. Donc, tout cela, au regard de tout cela, que ce soit du côté économique, des opérateurs se plaignent, la dette intérieure n'a pas été payée, vous voyez, vous discutez avec... Et on se rend compte que le président de la République n'a pas réalisé, je dirais même pas 50% de son projet, parce que les problèmes sont restés les mêmes. Lorsque vous décryptez le projet de société... C'est le gouvernement qui réalise, hein? Oui, mais c'est son gouvernement. C'est son projet. C'est lui qui a... Non, regardez, le gouvernement n'a pas un contrat avec le peuple. C'est le président de la République. C'est son contrat. C'est le président de la République qui a un cahier des charges. Laissez-moi on ne fait pas comme les politiques, hein, s'il vous plaît. Voilà, on veut faire le président de la République, l'exécutif. Le président de la République est le vrai patron de l'exécutif. Deuxièmement, c'est lui qui a un cahier des charges avec le peuple. C'est pourquoi il nomme les ministres et les congédie comme il veut. Effectivement. Donc si on veut s'adresser aux ministres et on met un voile pudique pour ne pas dire que le président est responsable, à partir du moment où c'est fausse. Il faudrait que nous disions que le patron de l'exécutif, celui qui a un contrat avec le peuple, c'est lui, et que dans moins d'une année ou dans 2 ans, il sera en face de ce peuple. Pourquoi nous faisons ce travail? Il sera en face de ce peuple, et le peuple va lui poser des questions par rapport aux promesses électorales. Est-ce que nous avons cessé d'importer les Ibibadou là, à 2 ans de l'élection présidentielle? On risque de jouer à la responsabilité. Revenez à la question. Je suis sur la question. Donc, c'est là où les gens vont lui poser la question. Donc, on se dit que pour aujourd'hui, il y a encore beaucoup à faire. Les objectifs n'ont pas été atteints. Il suffit de faire balader votre micro, vous êtes journaliste, faites balader le micro dans les rues de Brazzaville, dans les rues de Pointe-Noire, même dans les villages, vous allez vous rendre compte que beaucoup encore à faire. Alors, M. Kinakale, vous avez suivi les habitués, en tout cas de ce plateau, les habitués de la vie nationale. Vous êtes politique, il faut le dire. J'ai voulu avoir votre son de cloche en tant que politique. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Vous vivez le pays, vous vivez cette société. Bon, ben, je pense que je suis du même avis que les précédents intervenants. Bon, ce que nous pouvons retenir, c'est que le président de la République, c'est un grand visionnaire. Mais malheureusement pour lui, au moins à 60%, il s'est fait entourer de courtisans à travers son parti politique. N'oubliez pas tout le temps que le PCT, le premier parti aux affaires qui est parti du mono, est arrivé en démocratie. Nous avons pour le pays. Hein? Voilà. Nous pouvons même dire que c'est un parti expérimenté qui a passé qui a tout et qui a réuni toutes les conditions pour pouvoir s'en sortir et justement affronter n'importe quelle situation. Mais malheureusement, dans la vision du chef de l'État, il n'a pas été assez accompagné. Il n'a pas été assez accompagné. Les acteurs politiques qui sont avec lui, bon, pour la plupart, ce sont des... Comment est-ce qu'on peut dire? Ils viennent parce qu'ils croient en l'homme. Mais peut-être pas à la politique ou au programme de la personne. Parce que sinon, comment voulez-vous que après autant de mandats, autant de gouvernements auxquels le PCT a eu la majorité des ministres, c'est-à-dire le parti aux affaires, que nous arrivons encore à un tel constat. Vous voyez? Ce qui signifie que les gens arrivent, il y a un programme sous leurs yeux. L'exécutif est là, il y a même un chef de gouvernement, mais la plupart de ceux qui arrivent dans chaque département n'ont pas... Bon, il a fallu peut-être que le président de la République leur rédige une feuille de route. Sinon, ils n'ont pas de feuille de route, c'est des gens qui naviguent à vue. Ils arrivent dans un département, ils n'ont pas une méthodologie de travail, ils n'ont pas d'objectif à atteindre, parce que
ils devaient d'abord, leur Bible, c'est le programme du chef de l'État. Ils devaient se ressourcer pour puiser là-bas, pour puiser la ressource que moi, dans mon département, il me faudrait, dans les 5 ans qui viennent, ou bien j'ai été nommé, par exemple, à court de mandat, puisqu'il y a des remaniements qui se font. Bon, je dois arriver, si c'est le ministère de l'enseignement, je dois arriver à tel objectif. Si je suis à la santé, arriver à tel objectif. Mais sur le plan social, sur le plan sanitaire, mais vraiment, c'est toute une désolation. Alors, en tout cas, ce que je retiens, c'est que vous êtes des observateurs, quelqu'un qui a dit c'est Barapéa. Nous ne faisons pas comme les politiques. Parce qu'on le dit souvent, je ne m'adresse pas à vous. Je fais une mise au point. Bien sûr. Parce que les gens qui nous suivent, souvent, c'est les politiques. Bien sûr. On rappelle, j'aime bien faire cette mise au point. Sassou a un contrat avec les Congolais. C'est le seul qui a bénéficié du suffrage des Congolais. Et c'est le seul qui doit se représenter. Le reste, ce sont les maillons qui l'utilisent, c'est-à-dire le gouvernement, bien sûr, pour la réalisation des grandes promesses qui doivent booster la vie, en fait, qui doivent développer le pays. Donc changer la vie des Congolais, développer le Congo, ainsi de suite. Parce qu'à chaque fois qu'un président arrivera, s'il travaille pour réussir pendant 5 ou 6 ans, donner la bonne vie aux Congolais, c'est le pays qui se développe, c'est tous les secteurs qui se développent. Mais le constat que nous faisons, c'est, vous venez de le dire, c'est que, les politiques n'aiment pas ce langage. Comme s'ils avaient la confiance des Congolais. Ouais. Et nous rappelons toujours aux politiques, ce sont des instruments d'exécution du programme des Congolais que nous sommes, parce que nous avons un contrat avec un homme. D'où, je le rappelle, la presse fera ce travail jusqu'au dernier jour de l'exécution du programme chef de l'État. Il faut qu'on s'accorde sur ça. Parce que c'est un programme congolais. Alors, demain, le président reviendra vis-à-vis des Congolais, pas de son exécutif. Il reviendra vis-à-vis des Congolais. Donc, à 2 ans, nous nous disons, est-ce que quelque chose peut être fait? Donc, Bruni, qu'est-ce qui explique ce laxisme? Vous l'avez bien démontré. Même si les gens disent que ce n'est pas ça, c'est de l'hypocrisie. Puisque l'action gouvernementale, l'impact se sent, non pas dans les dires, mais sur la vie des Congolais. Brazzaville est dans le noir. Toutes les villes sont dans le noir. Vous passez là, il y a un problème de santé, comme vous l'avez dit. Mais c'est dans la santé du Congolais. Ça se vérifie dans la santé du Congolais. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer ce laxisme? Est-ce, vous l'avez dit, quelque chose de très important, les hommes. Est-ce les hommes qui sont hors du programme du chef de l'État, ou encore c'est la politique qui se définit mal chez nous? Lui, il a donné la définition la plus simple, la plus bête même de la politique, permettez-moi le terme. La politique travaille pour la recherche du bien-être des populations. Mais dès lors qu'il y a une feuille de route qui est là, les promesses faites par l'homme, mais qu'est-ce qui se passe au niveau de l'exécution? Est-ce les hommes, la mauvaise foi, ou bien encore une malédiction pour le pays, Bruni? Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas rater dans tous les niveaux. Sinon, on a besoin d'un ministre souvent sur ce plateau pour nous dire là où nous avons réussi, surtout en agriculture. Ça donne à tirer vraiment les cheveux de la tête. Et c'est triste souvent lorsque les Congolais constatent cela. Et d'autres disent, mais tout ça, Bruni, comment vous pouvez expliquer ce phénomène? C'est phénoménal, franchement. Ça devient un phénomène puisque, effectivement, parce que ça perdure. Tout à l'heure, quand Blanc, si je comprends bien sa démarche, et M. Kinakale, quand il pointe du doigt, ou encore quand ils indexent la responsabilité du président, en réalité, ils ne disent pas que c'est à cause de lui que tout échoue. Non. C'est lui qui l'a dit. Hein. Voilà, mais on ne dit pas que c'est à cause de lui que tout échoue, parce que nous avons parlé de sa vision de ce pays. Plus d'une fois, il a manifesté même la volonté de mieux faire. On se souvient que la consécration de plusieurs années dédiée à l'éducation, à la santé, on va dire, c'est son initiative, parce qu'il voulait mieux faire. C'est d'ailleurs lui qui valide la municipalisation accélérée, parce qu'il pense que c'est un projet géant et profitable pour le pays. Et vous constaterez qu'à chaque fois, il a pris les décisions pour rendre comment on dit, le traitement du paludisme gratuit. La césarienne gratuite. On se souvient comment il a promis à la population l'électricité à vil prix, l'eau et l'électricité, comment il a décidé de construire les hôpitaux dans tous les départements, et même décidé d'envoyer les jeunes
en formation à l'extérieur du Congo. Par là, on constate que cet homme a la volonté réellement de changer les choses. Mais qu'est-ce qui bloque? À quel niveau se situe sa responsabilité? Il est le patron de l'exécutif, c'est lui qui fait le choix des hommes. On a même envie de dire, tout ce système politique qui verrouille le pays aujourd'hui existe depuis plusieurs années, mais avec quel parti? Avec le parti politique. On a mis en place un système qui est devenu caduc. Sur quels critères on recrute les ministres? C'est ça le problème. Sur quels critères on recrute les ministres? Et souvent on se rend compte, parce que... Et on s'attend à quel résultat? Voilà, vous appartenez seulement au parti politique, et quand vous n'êtes pas du parti politique, si vous êtes ministre, le parti vous poussera forcément à devenir membre. On se souvient bien de Clément Mwamba, quand il est nommé Premier ministre, il n'est pas officiellement membre du Parti congolais du travail, mais la finalité, nous l'avons constaté. Donc la question qu'on se pose... Vous rentrez dans la famille... Voilà. La question qu'on se pose sur quels sont les critères de recrutement des ministres et d'autres personnalités à certains niveaux de responsabilité. Regardez ce qui se passe. Tous les PND ont échoué ou presque. Le premier PND, en 2016, ça n'a jamais abouti. Nous avons le deuxième PND, ça n'a jamais abouti. Les différents projets de président, projets de société, nous allons constater que les mêmes projets reviennent parfois sous d'autres formes. Ça veut dire que ça n'a pas été, les objectifs n'ont pas été atteints. Mais avec les mêmes hommes, n'est-ce pas? Vous avez les mêmes ministres qui sont là depuis plusieurs années, mais qui ont échoué avec les mêmes projets. Mais pourquoi, diable, ne peut-on pas les remplacer pour voir ailleurs? Aujourd'hui, ceux qui sont là sont les mêmes qui ont échoué avec le PND 2016, qui vont encore échouer puisque c'est visible que le PND actuel n'ont pas trouvé les moyens pour l'exécuter. Sur quels critères sont-ils là et pourquoi le président continue-t-il de garder les hommes qui ont en réalité prouvé leurs limites? Pourquoi on le dit? Quand il nomme le Premier ministre Anatole Koulimakosso, on constate la laisse populaire. Ça veut dire que le président n'avait pas fait un mauvais choix. C'est-à-dire qu'il était en phase des attentes de la population jusqu'à ce niveau, puisque quand il est nommé, et les jeunes, et certaines personnalités, même politiques, étaient contents de sa nomination, même si on pensait qu'il était encore vierge en politique ou encore au niveau des responsabilités. Nous avons vu quand même ce qu'il a pu faire, même si le bilan n'est pas largement positif. Nous l'avons constaté au ministère de l'Enseignement, nous avons constaté aussi au ministère de la Jeunesse. C'est certainement fort de cette expérience que le président fait le choix de ce monsieur, et qui est un conciliateur, quelqu'un qui... il sort un peu au ça quand il arrive. Mais quand il arrive, la composition du gouvernement constituait déjà le premier souci. Nous l'avons dit. Parce que vous nommez un monsieur qui paraît jeune par rapport aux générations, mais avec des anciens ministres qui ont depuis longtemps bloqué le fonctionnement du système. Ça veut dire qu'ils n'ont pas donné assez de chances, de possibilités à Anatole Koulimakosso de travailler. Et c'est le système qui est verrouillé. Soit tu suis le système, soit on t'écrase. À un moment donné, il fera quoi? Il va s'aligner. Et c'est pour cela que tout le gouvernement aujourd'hui souffre d'une sorte de léthargie, de paresse. Le gouvernement est totalement démissionnaire. Et les activités, le gouvernement, comme disait un professeur d'université, gère les affaires courantes. Tout tourne autour des forums. Chaque ministre veut avoir son forum, veut avoir son atelier. Vous constaterez qu'il participe tout le temps au forum au niveau international, mais qui depuis 4 ans n'ont rien apporté au pays, même sur le plan social ni politique. Et la visibilité, c'est à la télé. Vous avez l'impression que ça travaille à la télé. À un niveau, ils deviennent tellement oisifs, même pour connecter 2 universités à la fibre optique, ils sont obligés d'organiser toute une messe. Cela montre combien de fois le gouvernement souffre d'activité, manque de quoi faire, souffre de manque de vision, souffre de dynamisme. Et pour donc tenter à gagner en temps, ils sont obligés tout le temps d'organiser de telles activités, de telles sorties. La visibilité. Mais alors que dans le concret, ils ont une feuille de route en réalité. C'est le projet qui est devenu un programme. Vous avez le Premier ministre qui a tout résumé dans les 12 batailles. Vous avez le PND. Ça veut dire que le schéma tracé, on va dire, la direction à suivre, ce sont ces projets. Donc chaque jour, chaque ministre qui se réveille doit voir
qu'est-ce qu'il faut exécuter aujourd'hui par rapport à tel projet? Est-ce que tous les forums qui sont organisés à gauche et à droite, est-ce que toutes les missions qui sont effectuées à gauche et à droite se trouvent réellement dans la vision du président de la République? Donc, en ce moment-là, vous comprenez que le problème, c'est que les hommes qui sont là, on vit avec le système. Ils n'ont plus envie de travailler, certains parce qu'ils ont la confiance du parti ou du chef lui-même. Et donc, qu'on ne réussisse ou pas, nous demeurerons ministres. Certains appellent effort de guerre parce qu'ils auraient participé à un moment donné de l'histoire du pays à soutenir le pays d'une manière ou d'une autre. Nous avons souffert pour le pouvoir. D'autres encore le disent, comme vous le dites, nous avons souffert pour ce pouvoir. Et encore certains, d'autres qui réclament d'avoir été avec le président depuis je ne sais pas tant d'années. Mais la meilleure réponse, ou encore la loyauté, la fidélité, à mon avis, quand on aime le président, c'est exécuter ce qu'il vous demande de faire. Mais malheureusement. Absolument, c'est simple. Exécuter son projet, recréer cette confiance entre lui et les populations. Mais pourquoi vous demeurez aux affaires? Oui. Et ça c'est facile à dire. Alors, M. Constant Barapéa, vous avez suivi le développement de l'autre. Nous nous posons en tout cas cette question. Il y a Dimi qui avait dit une fois ici, au début, lorsque Collinet arrive aux affaires, Collinet sort un peu de l'ordinaire. Lui, c'est pas un carriériste du pouvoir. C'est un jeune qui a été moulé dans les affaires devant tous les Congolais. On l'a vu monter, ainsi de suite. Effectivement, quand il arrive, on a vu une certaine liesse parce qu'il n'était pas carriériste. Certes, il était Premier ministre de l'enseignement, il n'est pas trop vieux dans les affaires parce qu'on sait les ministres qui sont là depuis la fin de la guerre, voilà, qui en ont fait vraiment une carrière, mais qui n'ont pas peur de leur bilan. Le bilan connu de tout, quel est l'impact de leur action sur la vie des Congolais. Oui, ils s'en foutent, voilà. Mais en face d'un Collinet juvénile qui arrive en politique, Dimi avait dit ici, ça frère, je le cite, il dit, Romy, que nous sommes aujourd'hui, avant 5 ans, Collinet va croiser le fer parce qu'il y a des ministres au gros bras. C'est le mot qu'il avait utilisé. Ceux qui respirent le pouvoir, qui ne voient pas la vision du chef de l'État, qui n'ont pas le souci de son contrat, qui ne s'imaginent pas qu'il faut que ce monsieur apporte des solutions aux problèmes des Congolais pour qu'ils se maintiennent. Mais qui se place sous son dos et qui attendent qu'il aille à la bataille, qui ne facilite pas les choses. Mais c'est ce qui semble être aujourd'hui. Quand on voit tous les secteurs Constant Barapéa, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a dit quelque chose d'important ici. Vous avez l'impression que chacun travaille pour lui-même. Les ministres manquent même de l'engouement dans l'exécution de la feuille de route. Ils parlent moins de la feuille de route. Ne serait-ce qu'à voir le journal télévisé des médias le soir. Vous avez l'impression que ça travaille dans les télés. Entre les 4 murs en cravate avec du papier en face de l'auditoire, ça se passe comme ça. Mais les Congolais attendent l'exécution. Alors, s'il a fait ce développement dans ce laxisme, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre cela. Merci beaucoup. Je vais relativiser quelque chose dit par le frère Kenakale, et certainement c'est pas fortunat. Lorsque vous dites que le PCT, vous incriminez le PCT, je ne suis pas membre du PCT, je parle sur la base des données. Il faut savoir que le PCT ne participe pas à la formation du gouvernement. C'est-à-dire il ne faut pas confondre la période du mono où le comité central et le bureau politique participaient pleinement à la composition. Allons doucement. Il y a ce qu'on appelle, quand j'observe la scène politique congolaise et surtout le rapport entre le parti, le pouvoir politique et l'État, tout ce qui va avec, j'ai envie de dire que nous sommes pour prendre l'expérience de Robert Dalle, l'expression de Robert Dalle, je parle de la polyarchie. C'est-à-dire il y a plusieurs centres de diffusion du pouvoir, au sein desquels ces canaux où les gens arrivent au gouvernement. Dernièrement, si vous avez parlé du réseautage, de la rubrique des réseaux, chacun a son réseau. Et ce n'est pas forcément le réseau du parti qui fait intégrer les gens dans le recrutement. Vous vous rappelez que c'est mon thème de recherche. J'ai fait la thèse là-dessus. Donc, il y a une forme de polyarchie où le recrutement se fait par plusieurs canaux. Il y a des gens qui tombent au gouvernement sans pourtant que le PCT ait un mot à dire, sans pourtant que le parti ait un mot à dire. D'ailleurs, Sortina a évoqué le fait qu'il y a des gens, quand ils rentrent au gouvernement, le parti l'intègre. Ce n'est pas forcément le parti qui appelle, mais c'est aussi la personne qui vient au parti. Et le parti aussi a besoin de ça parce que le parti fonctionne aussi avec les rétributions des membres qui sont dans les exécutions. Mais laissons ça de côté.
Deuxième observation, je me rends compte qu'on fait tout pour dédouaner Colonel Makosso, qui était jeune et tout. Non, moi je pense que Colonel Makosso, quand il est le Premier ministre, il a déjà 10 ans au gouvernement. Colonel Makosso rentre au gouvernement en 2011, sur le même décret que M. Opimba et Mme Yela Bompoutou, perd son âme. En 2011, il est même au gouvernement avant le ministre Jean-Jacques Bouya et autres. On ne peut pas dire qu'il était jeune. D'ailleurs, il a un bilan. L'enseignement nous a... Laissez-moi continuer. C'est juste une parenthèse, je la ferme rapidement. Je la ferme rapidement. Non, je veux que vous alliez à l'essentiel. Oui, je veux à l'essentiel. Là, vous contre-attaquez simplement. Je ne contre-attaque pas. Non, je ne contre-attaque pas. On va gagner le temps. Je vais arriver. On a dit clairement, on ne dédouane pas. Moi j'aime les débats précis. Ah oui. On examine un fait clair. Oui. Pourquoi ce laxisme? Mais voilà, je réponds. Les points de vue, chacun a son point de vue. Je réponds. On pose un problème, est-ce parce que colonel jeune, il vient d'arriver, il n'a pas la puissance sur les autres vieux ministres. Mais je demande on ne dédouane pas. C'est un fait. Maintenant, vous apportez ce que vous pensez. Parce que dire dédouaner, c'est comme s'il n'est pas responsable. Okay, je le fais donc. Mais pourquoi il n'arrive pas avec ces derniers? Je le fais donc. En 1999, on rentre en 2000, le président Sassou a donné une interview, a accordé une interview à la chaîne Jeune Afrique Économie, intitulée Rendez-vous avec la paix et la démocratie. Jeune Afrique numéro 330. Et M. Pascal Tala pose la question au chef de l'État. Est-ce que vous vous souvenez avoir commis des erreurs pendant votre mandat sous le nom? Il dit oui. On ne peut pas organiser, gérer le pays pendant toute cette période sans pourtant commettre des erreurs. Il dit mais la plus significative, c'est sans doute le choix des hommes. J'ai lu son interview. Le choix des hommes. On choisit souvent les hommes, mais on se trompe aussi souvent facilement. Donc le président sait pertinemment que pour réussir une entreprise de gestion de l'État, il faut les hommes. Et les hommes de qualité. On est tous d'accord sur ce plateau que le problème qui tue le Congo, qui tue l'action gouvernementale, c'est la qualité des hommes. Je ne peux pas être de mauvaise foi pour dire que le président n'a pas la volonté. Est-ce qu'on va trouver les hommes? Le président n'a pas la volonté. Pourquoi? Parce que Fortuna a cité un certain, a énuméré un certain nombre de faits. Je suis totalement d'accord. Il a promis le boulevard énergétique. On peut quand même voir que, quand vous quittez Pointe-Noire jusqu'à Ouesso, toutes les grandes villes, il y a l'électricité. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On peut discuter sur la qualité de l'électricité, mais au moins la base est là. Mais il faut que l'électricité soit disponible. Et justement, la base est là. On a parlé du programme de municipalisation accélérée. On a versé de l'argent. Le problème est là. Mais la question des hommes. Ça donne quoi? Mais la question des hommes, c'est parce que les hommes sont inscrits dans un réseau de parentèle. Dans un réseau de parentèle où chacun a son poteau. On est dans des circuits de distribution et de rétribution. En réalité, je me rends compte que, sur la base de mes observations et de mes enquêtes, on récompense plus la loyauté que le travail fourni. C'est-à-dire les gens sont au gouvernement parce que vous êtes loyal, parce que vous appartenez à tel camp, parce que vous êtes soutenu par telle personnalité. Ce qui fait que même quand le président, d'ailleurs j'avais dit à un moment que le président était pris en otage, quand le président veut opérer des changements, il trouve en face de lui des murs, certains murs qui viennent de ceux qui apportaient les gens au gouvernement parce que derrière il a la rétribution. Sinon, comment comprendre que tout le secteur ne marche pas? Le président conserve le même gouvernement et il veut même aller à l'élection avec le même gouvernement. Comment vous expliquez ça? Avec le même gouvernement qui a battu tous les records de l'impopularité. Comment vous expliquez cela? Parce que nous, c'est comprendre le fond. Et justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'explication, on le trouve dans le social. Il y a des réseaux sociaux, des liens sociaux qui allient le président à un certain nombre de ministres, qu'il considère parfois comme des enfants, et en tant que père, non, parce que vous avez suivi, il y a eu un remaniement ministériel, certains ministres ont été reconduits, vous avez vu, c'est circulé sur la toile, un ministre qui se dit, c'est notre père. Je vous en prie, oui. En tant que père, il ne peut pas nous écarter, malgré... Mais ce qu'il dit est important, pourquoi? Désolé, docteur. Non. Je vais vous aider. Ce qu'il dit est important, pourquoi? Parce que je posais la question tout à l'heure sur quels sont les critères de recrutement. Et si les critères de recrutement sont ce qu'il est en train de citer, les liens familiaux,
les liens d'amitié que nous avons, ça veut dire que c'est déjà... Des liens confessionnels. Voilà, des liens, ça veut dire que c'est un recrutement raté à la base. Parce qu'on ne recrute pas sur la base des compétences des uns des autres. C'est la loyauté. C'est la loyauté simplement. Donc, en ce moment-là, ça a un impact, un tel recrutement a un impact sur le rendu. Regardez, mais non, il n'y a pas d'impact. La réalité est là. Regardez ce que nous vivons quand il y a remaniement. Vous prenez le ministre Émile Osso, par exemple. Il a déjà fait presque tous les départements ministériels, excusez-moi d'exagérer. Il quitte d'un ministère à un autre. Mais quand vous regardez le bilan, il est toujours négatif. Ouais. La question qu'on se pose à un moment donné, mais pourquoi on le fait déplacer d'un ministère à un autre? Est-ce que c'est pour plus d'efficacité ou pour l'enrichir? Et puis maintenant, il faut regarder d'autres ministres. Il n'y a pas que lui, ils sont nombreux. Je vous prends le cas du ministre Jean Brudotois. J'aime bien son élégance, j'aime bien ce qu'il est. Il est parti de la SNPC, il était ministre de l'eau et de l'électricité, ministre de la recherche scientifique. Aujourd'hui, il était ministre de l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il est ministre des hydrocarbures. Regardez la situation de l'université Marengwabi. Qu'est-ce qui a été amélioré? Qu'est-ce qui a été, on va dire, aménagé? Vous avez le problème d'eau, d'électricité. Il a quitté ce ministère, ça fait plusieurs années. Les mêmes problèmes perdurent jusqu'à aujourd'hui. La question qu'on se pose, je ne parle pas que d'eux, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, hein. Comment peut-on faire déplacer ces ministres d'un ministère à un autre quand on sait que les premiers postes n'ont pas été concluants ni positifs? Merci beaucoup. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais pourquoi sont-ils là? Pas que ceux que j'ai cités, ils sont nombreux. Mais ce sont ces liens. Il faut donc interroger. Alors, monsieur Kenakane, Et donc, il faut voir les critères de recrutement. Quels sont les réseaux, quels sont les rapports qu'entretiennent ces ministres avec l'autre gouvernement? Ce que nous entendons en politique, souvent on nous dit, mais où attendez-vous que le président aille piocher? C'est pas l'opposition. Non, il faut qu'il sanctionne. C'est-à-dire, si le président se met à sanctionner, ça va changer. C'est la sanction. C'est la chute de notre émission. Ouais. On va essayer de voir le comment. Et pourquoi il ne sanctionne pas aussi? Voilà. Parce que la sanction, c'est devenu un leitmotiv. Et ça aussi, je vous dirais ce que les politiques disent. Le président risque de sanctionner tout le monde. Et il va travailler avec qui? Alors, il y a problème. C'est ce que nous entendons. Alors, vous venez de l'expliquer, il y a des vieux ministres, M. Kenakane. Est-ce que la confiance exclut la compétence? Est-ce que la confiance pouvait freiner l'exécution d'un programme? Parce que si Brony me dit, Romy qui vient m'aider à faire ceci, d'abord c'est parce que je suis son frère. Mais je pense que je venais le faire déjà pour sa dignité. Je dois le faire pour le satisfaire puisqu'il me fait confiance. Aussi longtemps je vais le faire confiance. Si j'exécute vraiment la mission comme il faut, je ne perdrai jamais sa confiance et lui va continuer. C'est là tout le mystère. Comment vous expliquez cela? Est-ce parce que le choix est mal fait, ainsi de suite? Est-ce que, au fait, ceux-là qui exécutent, sont-ils franchement fidèles à l'homme qui les a fait confiance? Sont-ils Monsieur Romixey, on ne doit pas parler de fidélité. Nous sommes des politiques. Moi, personnellement, je suis politique. Oui. Donc là, je raisonne en politique. D'abord, d'entrée de jeu, je dirais que je suis d'accord avec tout ce que mes prédécesseurs viennent de mettre sur la table. Parce qu'effectivement, ce que nous constatons, à la base, le problème est politique. Politique. Même s'ils ne l'ont pas abordé, le problème est politique. Il a bien défini la politique. Voilà. Si ce n'est qu'au bout du rouleau, satisfaire la population, les attentes et tout. Vous voyez? Bon, mais il se pose un problème. Tout à l'heure, avant que le docteur n'intervienne, mon confrère à côté, Ngolali, a parlé tantôt de système. Voilà. Avouons qu'au Congo, il y a un système politique qui bloque l'évolution de la démocratie et du développement. Alors, avouons cela. Et là, le PCT est interpellé. Donc, mais tout à fait. Qu'est-ce que le PCT fait, par exemple, de ses ministres? Parce que c'est le parti aux affaires. Mais oui, ça c'est du dehors. C'est le parti majoritaire. Ça, c'est l'observation du dehors. D'où le président... on est sorti. Effectivement. C'est le candidat, ça a été le candidat d'abord du PCT avant qu'il devienne le candidat du peuple congolais. Donc les politiques ont un mot à dire. Mais est-ce que le secrétariat général et le parti en lui-même accompagnent, c'est-à-dire le PCT?
de la base à la tête, accompagne le président de la République dans l'exécution de son programme. Non, parce que il me semble aussi que le PCT ne fournit pas la bonne ressource humaine au chef de l'État. Il y a le problème de la qualité de la ressource humaine et le problème de l'utilisation des ressources humaines. Et quand vous vous retrouvez en face du mur que le docteur a dit, c'est-à-dire il y a un système qui est là, qui peut broyer, parce qu'il vous a parlé que Collinet, en tant que Premier ministre, il pouvait avoir des ambitions de marquer un pas, c'est-à-dire de laisser des traces. Mais là, il est mal barré. C'est-à-dire qu'il s'est retrouvé face à ce système comme 10 000 avait dit. Voilà. Ce que lui l'appelle cartel. Vous voyez, lui-même étant un élément du système. Le problème est politique. Lui-même étant un élément du système. Le président de la République doit agir parce que le parti doit contribuer pour la réussite de son programme. Est-ce que dans la composition du gouvernement... Ce que le parti fait quoi? Et constitue le PCT. Et toute une majorité, c'est-à-dire on copte de gauche à droite, on forme une grande majorité, mais qui n'apporte rien. Et en finalité, ce que l'on fait, c'est comme lui l'a dit, les gens viennent aux affaires, au gouvernement, mais les gens qui n'ont pas la volonté politique de la réussite du programme du chef de l'État. Donc c'est des courtisans. Des gens qui viennent par réseau. Et si bien qu'ils disent que c'est notre pouvoir. Bon, mais quelqu'un qui vient comme ça, il n'a pas de conviction. Ça se dit pas face au souverain primaire. On ne peut pas dire ça en Congolais. Ils ne disent pas, mais c'est ce que les Congolais savent. À la cité, là, je ne sais pas si certains de nos ministres, là, peuvent même marcher à pied dans les ruelles sans recevoir des injures. Franchement... C'est pas que le peuple serait impoli, parce que le peuple sait qu'il a des gens à l'exécutif ou des mandataires, mais qui ne fait absolument rien. En retour, le peuple n'est pas bénéficiaire de leur action. On rappelle, nous cessons de le dire, Sassou a un contrat avec les Congolais. Voilà. C'est ce qui fait mal aux Congolais. C'est eux qui ont porté l'homme. Ce ne sont pas les ministres. D'abord, eux, souverains primaires, détenteurs du pouvoir, qui ont légué ce pouvoir. C'est comme on dit, le président, c'est un locataire du palais. Mais la mauvaise ressource humaine emmènera à ce que nous... Quand ceux-là qui l'a fait confiance, même, je vous en prie, on dit que c'est lui le président qui fait ça. Franchement, honnêtement, en tant qu'humain, quel est cet homme qui a un contrat avec la population qui va dire au ministre ne travaillez pas? Bon. Non, on ne dit pas ça comme ça. Non, je raisonne. Je raisonne. Parce que la responsabilité de chaque ministre à interpeller, on a l'impression que chacun ne sait pas ce qu'il doit faire. Oui, il sait ce qu'il doit faire, il s'en fout de la vie des Congolais. Par qui il bénéficie de ce poste? Parce que sans cette confiance au président, il n'y aurait pas. Et ensuite, ce que nous n'apercevons pas, si chaque président avec son exécutif vient poser la pierre, qui pousse les secteurs, au bout de 20 ans, à quoi va ressembler le Congo? Un pays développé. Mais cependant, les politiques n'ont pas cette vision. C'est chacun qui fait à sa manière qui s'en va. Et à la fin, nous entendons tout le monde parler de développement. Oui, vous voulez dire? Vous vous rappelez qu'à une certaine époque, dans ce pays, on parlait de l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Mais effectivement, c'est le PCT. Hein? Oui, tout à fait. Parti unique à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait? Non, c'est pas ce qui se fait, mais c'est voilà. Barapéa. Toi qui as travaillé sur le parti, on se dit... Où est partie cette fibre du Parti congolais du travail? Parce que je dis, tout le monde, tout Congolais peut réclamer ce parti. Ce fait un parti national. Celui qui l'a bâti n'est plus. Mais il a légué au Congo des idées généreuses, riches, un outil, vous avez dit. Où est partie cette fibre, s'il vous plaît? Nous avons vu avec Pierre Ngolo, j'aime bien le citer. Il est encore là. Secrétaire général du Parti congolais du travail. Nous avons vu les ministres trembler lors des interpellations du Sénat. Ils tremblaient, alors que le secrétaire général du Parti congolais du travail. Le trou de Ngamakoso. Il y a des ministres qui ont eu chaud sur cette question, en direct. Mais vous sentez la pulsion, la volonté de faire réussir la vision de celui qui les a fait confiance. Mais où est partie cette fibre, mon frère? Mais oui, mais vous oubliez qu'il y a eu des mutations. Il y a eu des mutations. En 92, en 90-91, il y a eu des mutations. Ça, c'est le 1. Deuxièmement, les aînés sociaux qui étaient à la base de la création du parti, qui ont cheminé avec le président de la République, comme camarades, avant qu'il ne soit président, sont tous partis. Donc, le chef aujourd'hui est un patriarche
qui est entouré de ses enfants, c'est-à-dire les fils aînés comme Ngolo et autres, et des cadets sociaux qui viennent après. Et ces gens-là, ces acteurs qui l'entourent aujourd'hui, le voient, le perçoivent comme un patriarche. C'est des enfants, contrairement quand il y avait des gens comme les Noumazalaï, qui pouvaient dire au président, Monsieur le Président de la République, ça, je ne pense pas qu'on puisse faire comme ça. Et il y a le Kunju, toute fibre répartie. Et puis, il y avait au PCT ce qu'on appelle le CCV. Commission de contrôle et vérification. D'ailleurs, quand Ngolo a essayé d'instaurer ça, pendant qu'il était secrétaire général du PCT, on a crié partout qu'il convoquait les ministres pour faire ça. Donc le problème, c'est là, on a perdu la substance. On a perdu la substance parce qu'à cette époque-là, il y avait quand même une colonne vertébrale idéologique où les gens se retrouvaient. Il y avait les appareils répressifs au sein du parti. Or, aujourd'hui, tout ça, c'est parti en lambeaux. Les gens qui viennent par opportunisme. Vous avez des gens qui rentrent au PCT par le haut, c'est-à-dire, Fortuna l'a dit tout à l'heure, ils rentrent d'abord par des réseaux qu'on ne maîtrise pas. Une fois à l'intérieur, il dit, bon, pour garantir ma position, je vais quand même faire le copinage, intégrer le PCT. Nous avons vu ça chez les députés. Il est élu indépendant. Donc, et automatiquement, il rentre au PCT. Mais alors, Romik, c'est comme nous disons, le président n'est pas étranger à ça. Regardez depuis 2009, 2015, jusqu'à aujourd'hui, mais le président tire à boulet rouge sur ses ministres. Il n'est pas en phase avec ce gouvernement. Il n'est pas en phase avec ce gouvernement. Il le dit, Romik. C'est pas comme ça qu'il le dit. Lisez le discours du président, il tire sur le propre ministre. Ça pose que c'est un problème. Mais pourquoi? Et c'est là où intervient la question fondamentale. Pourquoi un président qui n'est pas en phase avec son propre gouvernement, puisqu'il critique ce gouvernement sévèrement même plus que nous, et ironie de l'histoire, quand il le dit, les ministres qui sont sur la salle applaudissent. C'est comme s'il disait, il s'adressait aux gens de dehors. Alors, le président allait même lui parler de la justice, il dit le verre est dans le fruit. C'est quel fruit? C'est le fruit, c'était le fruit de la presse privée, ou bien c'est le fruit de sa justice, où il est le magistrat suprême. Donc, le problème est là, c'est là qu'il faut comprendre. Et moi, je pense que je peux me tromper, il s'agit des pesanteurs. Le président est en but avec certaines pesanteurs. Ça, c'est de un. Deuxièmement, nous sommes dans la société de cours. La société de cours, normalement, c'est la pensée unique. Et dans cette société de cours, nous avons des courtisans qui viennent faire et un courtisé. Et à partir de ce moment-là, on présente un autre visage au chef. Mais dans le fond, les gens n'ont pas la vocation à faire réellement du travail. Parce qu'on sait que, puisque j'appartiens à tel groupe, j'appartiens à tel circuit, même si on veut m'enlever d'ici, la décision de mon maintien se fera ailleurs. Dans une antichambre, dans ceci. Oui, allez-y. Rapidement, du PCT. Ce serait difficile d'exonérer le PCT dans tout ce que nous décrivons. C'est impossible. Ce sera impossible. Sinon, pourquoi le PCT est là? Je peux prendre quelques exemples assez simples. Vous vous rendrez compte que la plupart des autorités, sinon des personnalités qui sont aujourd'hui accusées de détournement, de fraude, de corruption, pour la plupart qui sont soupçonnés. Ils sont pour la plupart membres du parti Congrès du Travail. Et comment ils sont arrivés au parti? Voilà. Quels sont les rapports qu'ils ont avec celui qui gouverne? Si vous ne faites pas ça, oui. Quels sont les rapports avec celui qui gouverne et celui qui nomme? Le Parti Congolais du Travail, je peux arriver bien, mais je vous surprends dans mes principes. Le Parti Congolais du Travail est un parti de gauche, n'est-ce pas? Oui. Regardez comment les ministres qui sont membres du Parti Congolais du Travail depuis plusieurs années s'enrichissent. Oui. Cette inégalité sociale creusée par ces mêmes membres, créée par les membres du Parti Congolais du Travail. Regardez, j'ai suivi un reportage où on a parlé de la rémunération des jeunes de la force montante congolaise. Des rémunérations qui avoisineraient des millions de francs CFA. Oui, des millions. Mais c'est un parti de gauche. Quelle est la formation que le PCT donne à ces jeunes et qui, à leurs âges, sans effort aucun, roulent dans les grosses cylindrées, qui coûtent des millions et des millions de francs CFA. Et quel est leur impact surtout dans Quel est leur impact politique? Donc ça veut dire quoi? Aujourd'hui, si nous sommes arrivés à ce blocage, on va dire, institutionnel, c'est parce que le PCT n'a pas su se préparer
nouvelle donne, n'a pas su se recycler au fond et trouver les hommes, puiser les hommes ailleurs. Je suis d'accord. Et c'est pour cela que le président est dans cette difficulté. Il a son parti politique, il a la majorité présidentielle. Il parlait de la cour tout à l'heure, mais la cour n'est remplie que des courtisans. Où va-t-il puiser les hommes? Voilà. Puisque lui s'appuie sur son appareil politique, il s'appuie sur ses amis, il s'appuie sur ceux qui lui sont fidèles et loyaux depuis des années. Donc prendre le risque d'aller prendre quelqu'un que vous ne connaissez pas, ce serait difficile pour un homme politique. Je parle sous le contrôle des hommes. C'est là où certains pensent que le président il lui faut beaucoup de courage pour dire à un moment donné, je prends le risque quand même d'aller prendre telle ou telle personnalité que je n'ai pas encore pratiquée, que je ne connais pas vraiment, pour essayer de voir comment ça peut fonctionner et mettre de côté tous ceux qui, depuis plusieurs années, ont prouvé qu'avec eux, on ne peut plus compter sur le développement du Congo. Vous avez posé la question, cette jeunesse aujourd'hui n'est pas réellement moulée. À l'exemple de l'UGC à l'époque. Ils ne sont pas formés. Il y avait une idéologie, ils ne sont pas formés. Ils sont pas formés. Il faut qu'ils le reconnaissent parce que le PCT n'a plus de substance, même au niveau du parti. C'est la vie politique. On assiste à tout, c'est la mobilisation qui domine en cas d'adhésion. Mais le fond, nous côtoyons les membres du parti. Le discours n'est pas politique. Ils n'ont pas un discours politique. Cependant, quand cette jeunesse arrive, la question se pose, à quoi bon une telle jeunesse? Quel est son impact dans la vie politique nationale? Et c'est une pépinière où on va puiser. Une pépinière. Voilà, c'est là que nous puiser les Pardon, rapidement. Ce n'est non plus une bonne pépinière. Non, à mon avis. Attendez, si c'est une pépinière, nous constatons qu'elle ne fait que reproduire ce que vous dénoncez. Mais regardez ça, Romy Kokilas. Le président de la République, qu'il a dit, il est souvent en déphasage avec ses gouvernements, sinon ses différents gouvernements. Le PCT, quand le président est attaqué par nos confrères ou encore les Occidentaux sur les biens mal acquis, vous constaterez une déclaration du PCT au lendemain de ces polémiques. Mais combien de fois le PCT a fait des déclarations pour encourager l'agriculture, puisque le président en fait son cheval de bataille? Combien de fois ce parti a même multiplier les formations en son sein pour faire sortir du parti des agriculteurs qu'il faut, même si vous direz que ce n'est pas le parti qui gère la nation, mais au moins ce parti de gauche devait briller par de telles initiatives. Bien sûr. Par de telles initiatives. Quand on regarde même les sources de financement du PCT, depuis que le PCT est au gouvernement, on parle aujourd'hui de l'entrepreneuriat, mais le PCT ne se distingue pas. Le PCT compte à pratiquement 95% sur les cotisations de ses membres, mais surtout de ceux qui sont ministres, députés à gauche et à droite. Donc c'est un parti aujourd'hui qui n'a pas pu se mouler dans le monde actuel. Exactement. Se mouler dans le monde actuel où le parti devait avoir ses propres sociétés, ses propres champs, ses propres entreprises pour donner l'exemple. Puisque leur boss, le président de la République lui-même en donne l'exemple. Vous le voyez plus dans les champs, quand il est à l'intérieur du pays, il aime bien faire ça. Mais pourquoi le PCT ne suit pas l'exemple? Je vous lance ça comme ça, et nous avons vu dans ce sens-là, le président, l'année de la jeunesse, aujourd'hui c'est moins 4 mois déjà, moins 4 mois. Pas d'engouement au niveau du parti, on ne comprend pas ce que le gouvernement est en train de faire, le ministère de la jeunesse surtout, qui jusque-là n'a pas un bilan. En tout cas, regardez bien sur la sphère nationale. Depuis que ce ministère est là, quel est son apport sur la vie de la jeunesse congolaise? Mais quand bien même je suis d'accord avec vous, le président annonce. C'est là où les gouvernements ne le comprennent pas. Il les charge souvent. Quand un président qui vous avez fait comme ça, vous avez une feuille de route, mais qui monte un jour devant tout le monde, qui vous dit « Je décrète l'année de la jeunesse », ça veut dire que vous avez failli, le gouvernement a failli, en matière de jeunesse, puisque lui-même il descend plus bas pour dire l'année de la jeunesse. Quand bien même il a dit aucune action n'est menée. J'ai vu là, c'est des jeunes qu'on envoie, je ne sais pas où. Bon, à côté, le président a annoncé ici la réinsertion de ces jeunes bébés noirs dans des centres de rééducation. Malheureusement, rien ne se fait. Ça, c'est encore le président. Ça fait 2 ans, non? Mais 2 ans, mais quand le président descend, c'est dire que le ministère à charge a failli. C'est une leçon qu'ils ne comprennent pas. L'agriculture, nous voyons comment on emmène le président partout, dans des champs. On a l'impression que c'est le ministère de l'Agriculture qui fait ces champs. Mais les opérateurs économiques sont là. Nous avons vu le ministre Kiki, Christelle Sassou, permettez-moi avec ce petit mot, sortir dans cette grogne du contrat avec les Rwandais. Il a posé quand même un mot, nous avons vu, ça a été réactivé. Il explique. Le président nous dit mot.
Le peuple se dit mot sur l'électricité, l'eau. C'est incroyable. Alors, on se dit, est-ce que ce n'est pas un complot contre le chef de l'État, puisque nous avons dit, il y a donc ces systèmes, dans le système, est-ce que ce n'est pas un complot contre le chef de l'État, un complot contre le Premier ministre Collinet qui manifeste cette bonne volonté? Est-ce que ce n'est pas un complot? Quand je dis complot, ce n'est pas un complot faire mal, mais un complot pour ses intérêts égoïstes, sans faute de la vision du chef de l'État et de celui qui emmène ce bateau. Est-ce que ce n'est pas un complot? Au fait, on ne parlerait pas de complot. Il nous reste 5 minutes. Oui, c'est plutôt, nous avons affaire, quand je vous ai parlé de la mauvaise ressource humaine, c'est-à-dire ceux qui viennent aux affaires... Mais ils ne sont pas tous négatifs, quand même. Suivez d'abord. Eux, ils viennent à travers ces réseaux-là. Quand ils viennent, ils arrivent, c'est d'abord des jouisseurs. Puisque le budget de chaque département, même dans les directions, les différentes directions là, que nous avons ici, l'administration est morte. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils veulent au moins paraître, mais dans le concret, les différents dossiers qu'ils devaient ouvrir pour atteindre des objectifs, les gens ne travaillent pas dans ces objectifs-là. Leur affaire, j'ai été nommé DG, je dois d'abord m'équiper, je dois, mais sans savoir que qu'est-ce que je vais léguer aux générations prochaines, c'est-à-dire même celui qui va me succéder au ministère, il retiendra quoi? Je suis arrivé, j'ai trouvé quoi? Et qu'est-ce que j'ai laissé? Les ministres qui appellent les anciens par les yaya. Vous voyez? Je pense que, vous l'avez dit, il reste à peu près un an, sinon un an et demi ou 2 ans encore à ce gouvernement. Je pense que, le politologue l'a dit, la situation sociale est devenue tellement précaire dans ce pays. On n'a jamais vu des Congolais se plaindre et même pleurer à ce point. À ce point? Nous fréquentons les quartiers parfois précaires, nous sommes en contact permanent avec les populations de Brazzaville et de l'intérieur du pays. Mais la souffrance a pris des proportions très, très inquiétantes. Mais je pense qu'il y a la possibilité de donner espoir à ce peuple qui a totalement perdu espoir. Ce peuple qui n'espère à rien et qui ne croit même plus au discours des hommes politiques, qui ne croit même plus au discours des ministres dans différents forums. Mais il faut quand même un signal fort, d'abord pour susciter de l'espoir, même si nous savons qu'en 2 ans, on ne peut pas rattraper tout ce que nous avons décrié, mais moi, susciter de l'espoir. C'est-à-dire que faire vivre cette population. Et en le faisant, moi, je pense que le président doit quand même voir où est-ce qu'il peut aller puiser les hommes. Qu'il tente quand même, c'est un militaire, il peut prendre quand même le risque d'aller voir ailleurs, dans d'autres sphères, en dehors de la politique par exemple. Voir quels sont les hommes qui peuvent réellement l'accompagner. Et moi, je pense qu'il faut des hommes qui soient capables de susciter de l'espoir. Des hommes qui ont l'habitude de partager les instants avec les populations. Les hommes qui comprennent cette réalité. Et pas ceux qui viennent parce que, bon, ils ont déjà une ambition de s'enrichir. Je pense que si on continue de cette manière, ça va. Je ne sais pas quel sera le bilan que le PCT et même la majorité présidentielle présentera à la fin de ce quinquennat à la population. Merci. Conseiller Baraté. Oui, je veux dire que, comme l'a dit Fortuna, le président doit changer la manière de faire, prendre les risques, c'est un général, prendre les risques. Parce qu'aujourd'hui, tout le problème, c'est quoi? C'est que dans le leadership actuel du chef de l'État, on enrichit plus les individus que les communautés. Voilà. Or, dans une société, lorsque vous enrichissez les individus au détriment de la communauté, les conséquences, c'est le taux de précarité que l'on trouve dans notre société. Je prends un exemple simple. On va vous dire, on va nous dire, bon, à Olombo, on a 4 ministres qu'on a nommés à Olombo. Mais quand vous avez nommé 4 ministres à Olombo, ça va changer quoi sur le quotidien des individus de Olombo? Or, la perception, c'est que lorsqu'on va nommer les gens de Olombo, il y aurait une forme de distribution sociale et on pense régler le problème de la société alors qu'on a réglé le problème d'un individu avec sa parentèle. Deuxième chose, il faut regarder. Les Congolais ne sont pas seulement au sein de son parti ou au sein de sa propre parentèle, les enfants de ses amis, les enfants de ceux qui d'ailleurs lui ont créé plus de problèmes. L'échec retentissant que nous observons ici, c'est lié à ses camarades, ses amis politiques, ses amis de l'école, les enfants de ceux-là, toute cette génération qui s'est engluée dans la jouissance et la jouissance sans frontières. Et le résultat est que le taux de chômage, la précarité est là. Il faut qu'ils sortent de là. Ils doivent trouver les hommes nouveaux. Il y en a, le Congo a 5 millions d'habitants. Il y en a. Et regardez les projets structurants. C'est sur cette base-là qu'il est simple d'avoir, dans le prochain gouvernement, avoir un cahier des charges.
vous nommez un ministre, vous dites voilà ce qu'on attend de vous. Et au bout de 2 ans, 3 ans, si vous ne foutez absolument rien, ou bien d'une année, on vous fout dehors. L'agriculture, c'est ce qui développe le pays, mais l'agriculture est là. Le ministre de l'Agriculture m'a interpellé une fois au Parlement. Oh monsieur, c'est le monsieur là qui dit que l'agriculture ne marche pas au pays. L'agriculture ne marche pas. Ça ne marche pas, monsieur le ministre. Ça ne marche pas, vous m'interpellez au Parlement, ça ne marche pas. Voilà. Et je le dis encore ici que ça ne marche pas. C'est l'agriculture, s'il vous plaît, les Congolais, c'est là où je disais. Tout le monde se plaint. Il faut souvent faire cette pédagogie, que les commis à certaines fonctions comprennent que ceux-là qui leur donnent ces tâches ont une confiance, sauvegarde, protègent leur confiance vis-à-vis des Congolais. Mais quand un ministre raisonne comme ça, il a juste besoin du succès. Mais l'impact de son travail, c'est sur le Congolais. C'est sur le Congolais. Qu'est-ce que le Congolais mange aujourd'hui? Heureusement que nous avons une agriculture traditionnelle qui nourrit du premier citoyen au dernier. Vous n'avez jamais écouté une pénurie du foufou ou du manioc. Qui produit? Est-ce qu'ils sont subventionnés? Les paysans sont-ils subventionnés? Sont-ils financés? Mais pourquoi l'État qui a des milliards ne réussit pas cette politique alors que les paysans au quotidien ils pratiquent que ça? Mais allez-y comprendre. C'est que la méthode n'est pas bonne. Au lieu de faire comme disait le Ngolo à l'époque, au lieu de faire avec les paysans, on va faire avec les cols en cravate et on échoue. Et quand on dit, il faut qu'on dise que ça marche. Non, l'agriculture, c'est un problème. Alors voilà qui a été de notre émission. En tout cas, et merci de nous avoir reçus sur ce plateau. Merci pour vous qui nous avez suivis. Répondez-nous. Est-ce un complot au sein du gouvernement? J'attends vos réponses. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.